Selam herkese. Teşekkürler. Birkaç kere hatırlatacağım ama şimdilik aramıza katılanlar için sabah 7 dersinin ilk Fransızca yayını bu. O yüzden hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Ve tüm bu yayın sonrasında Türkçe'ye çevrilecek. Onun da önden bilgisini verelim. Loran'ı bekliyoruz. Gelir gelmez başlayacağız. Tanıdıkları gördükçe mutlu oluyorum. O yüzden gülümsüyorum ekranıma doğru. Loran'ı bir de ben davet ettim. Belki daha hızlı yayınımıza başlayabiliriz diye. Süleyman, seni tanımıyorum ama teşekkürler yorumun için. Umarım içerikte faydalı olur. Süper. Asena bilgi verdi. Loran geliyor birazdan. Yeni gelenlere minik bir duyuru tekrardan. Yayınımız ilk defa Fransızca olacak ve aslında alanında uzman birisini ağırlıyoruz bu akşam. O yüzden hem mutluyuz hem de gururluyuz. Yayın sonra tamamen Fransızca, Türkçe'ye çevrilecek. Loran'ı gördüm ama gitti tekrar. Bakalım. Bu akşamki konumuz sürdürülebilir finans. Bankacılık sektöründe Loran'la bu konuyu ele alacağız. Yakın zamanda kurduğu şirketiyle ilgili de aslında bir danışmanlık şirketi. Onunla ilgili de konuşacağız. Bakalım. Sorularınız olursa yayın sırasında yazabilirsiniz. Ben henüz görmüyorum geldiğini Asena. Tekrar davet edebilirim. Edeyim hatta. Bonjour Laurent.
Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je cherchais à me connecter par l'ordinateur, pas par le téléphone. Mais là, ça y est, je suis là. Ok, très bien. Vous Vous allez êtes bien? le... Oui, très bien. Et vous? Oui, oui. Bah, écoutez, je vous avais dit, hein, j'ai pas des grandes habitudes avec Instagram, donc on va essayer, oui. Pas de souci. Donc, dès que vous vous êtes connecté, aucun problème. Donc, si vous êtes prêt, on peut Oui, oui, commencer. on démarre. Je suis déjà en retard. Je vous prie de m'excuser. Non, pas de souci. Donc, pouvez nous parler un petit peu de vous et pour ceux qui vous connaissent pas très bien. Oui, bah, écoutez, d'abord, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer sur ce que je fais, surtout que je le fais avec beaucoup de passion, donc j'aime bien partager cela. Euh, alors, mon nom est Laurent Lascols. J'ai été très longtemps banquier, euh, essentiellement dans les activités de marché, beaucoup, marché émergent. Et puis, vous m'entendez toujours? Oui, très Oui. bien. Marché émergent, une longue carrière dans les risques. Mhm, J'étais notamment dans les années 2000 responsable du risque pays pour le groupe Société Générale. Ça a été une occasion de venir en Turquie à plusieurs reprises d'ailleurs. Euh, et puis, euh, et puis les dernières années, c'est-à-dire de 2000, enfin, grosso modo, les 7-8 dernières années, j'ai été responsable des affaires publiques du groupe. Alors, les affaires publiques, c'est le mot pudique pour le lobbying. mhm. Et donc, j'étais responsable des activités de lobbying du groupe Société Générale. J'en suis parti il y a un peu plus de 2 ans pour mener ma propre aventure individuelle. Ouais. Alors d'abord dans le domaine de la formation et puis dans le domaine du conseil et tout ça avec un focus sur l'économie de l'environnement qui est un sujet qui me passionne, on va y revenir, l'économie du climat, la finance durable et la finance à impact. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Impressionnant. Donc, on en parlera un peu plus en détail, Oui, bien bien sûr. entendu. Donc, ce soir, qui doit vous écouter, Laurent? Oh, alors, ça serait bien prétentieux de dire que quelqu'un doit m'écouter. J'ai plaisir à être avec vous et à partager. J'aime beaucoup votre initiative de faire partager comme ça des expériences de vie et de vie professionnelle. Euh, il y a, à l'université de Dauphine, on a une petite session qui s'appelle Alors raconte, qui est un peu sur le même modèle, mais qui est Mhm. en présentiel. Et donc, j'oserais pas dire, j'aurais pas la prétention de dire que des gens doivent m'écouter. Mais c'est vrai que je suppose que ce que je peux apporter, c'est un éclairage sur les carrières qui existent dans ces domaines-là, comment on arrive comment on arrive à se spécialiser sur ces sujets, qu'est-ce qu'on peut y faire, est-ce qu'on peut vraiment améliorer les choses dans les domaines qui m'intéressent. Donc voilà, qui doit m'écouter, tout intervenant qui est là, je suis très touché que ça puisse intéresser en tout cas. Mhm, mhm. Et en fait, c'est un grand sujet qui affectera plus de domaines dans l'avenir, ça c'est sûr. Donc, et comment vous avez commencé à la finance durable et le réchauffement climatique, l'économie Alors, du réchauffement climatique? alors en fait, bon, comme vous l'avez compris, c'est pas mon métier au départ. Mhm, Simplement, lorsque j'étais responsable des affaires publiques du groupe Société Générale, j'ai vu, quand on est dans ce métier-là, on est un peu en avance de phase par rapport à tous les sujets réglementaires et on voit venir un certain nombre de tendances, on voit venir des nouvelles régulations. Il y a un certain nombre de gens dans les autorités publiques qui réfléchissent à ces mhm, sujets. Euh, et j'ai vu la montée en puissance de ces sujets-là et puis après, en tant que citoyen, en tant que père, grand-père maintenant même, euh, je, je suis touché par ces questions. Alors, euh, à titre très personnel, je suis originaire d'une famille de forestiers dans les Vosges. Et donc, j'ai pu voir, parce que je m'intéresse beaucoup à l'évolution des forêts, à la sylviculture, à, à toutes ces problématiques,
J'ai pu voir à partir de l'année 2000, alors c'est même très précis, ça a commencé avec deux tempêtes extrêmement importantes qui se sont appelées Lothar et Martin. Les tempêtes ont toujours des noms comme ça, Le un Tara peu, Martin, ouais. un peu charmants. Lothar et Martin, c'est deux tempêtes qui ont traversé l'ouest de l'Europe fin décembre 1999 et on les a longtemps appelées les tempêtes du siècle sans savoir très bien si d'ailleurs on parle des tempêtes du XXe siècle ou du XXIe siècle puisqu'elles étaient exactement à cheval. C'était quelques jours avant le passage à l'an 2000. Ces deux tempêtes ont eu des conséquences absolument catastrophiques dans les Vosges avec des destructions massives de massifs forestiers. Et à partir de là, je me suis intéressé à la façon de réagir et de s'adapter à des situations climatiques plus difficiles. Et depuis une vingtaine d'années, donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'évolution de la sylviculture dans les Vosges. Donc les Vosges, c'est ce massif montagneux à l'est de la France. Et donc, ce sont essentiellement des sapins, des épicéas en montagne. Et ce sont des zones géographiques qui commencent à être extrêmement impactées par les changements climatiques. Et donc, à titre personnel, je crois que mon éveil, ça a été celui-là. Et puis après, dans le cadre de mon travail chez Société Générale, j'ai suivi tous les événements qui se sont produits en 2015, et il y en a eu beaucoup dans ce domaine-là. Je pense en particulier à trois événements. Le premier, c'est la signature des objectifs du développement durable au niveau des Nations Unies, donc des 17 objectifs de développement durable. Il ne faut jamais négliger l'impact qu'ont les décisions des Nations Unies. On a l'impression que c'est très éloigné, on a l'impression que c'est très perché, mais en fait, tôt ou tard, ce qui est décidé au niveau des Nations Unies débouche dans les législations nationales, et donc il est très important de s'y intéresser. Et nous, en tant qu'affaires publiques, on se devait de s'intéresser à ces guidelines. En fait, c'était des guidelines. Donc, je dirais donc le premier événement en 2015, c'est cette signature des objectifs de développement durable. Le deuxième événement en 2015, c'est un événement plus ponctuel. C'est une intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre qui s'appelait, mais il n'est plus gouverneur, mais il est toujours dans ce milieu, qui s'appelle Mark Carney. Et en septembre 2015, il a prononcé un discours devant les Lloyds lors de l'événement annuel des Lloyds à Londres. Et il a prononcé un discours qui est resté après dans le jargon de nos métiers comme le discours de la tyrannie des horizons. Et Mark Carney donc, a décrit dans ce discours, en tant que financier, et c'est ce qui était intéressant, en tant que financier, il a décrit à la fois les risques auxquels les événements climatiques, l'évolution des équilibres climatiques nous préparaient. Il a notamment identifié les risques physiques, et je viens d'en parler avec ces affaires de tempête. Il a évoqué les risques de transition, c'est-à-dire la façon dont les entreprises, dont les institutions financières devraient s'adapter à des nouvelles réglementations, à des nouvelles façons de consommer, le cas échéant, à des nouvelles façons de produire de façon moins carbonée, et aussi comment ces entreprises devraient évoluer face à des évolutions dans les modes de consommation, dans les préférences de consommation. Et donc, Mark Carney a décrit cela. Il a aussi décrit à l'époque les litiges, le risque de litige que couraient les entreprises. Donc, ça a été un discours extrêmement fondateur. Alors, pourquoi s'appelle-t-il le discours de la tyrannie des horizons? C'est parce que Mark Carney a insisté sur le fait que, je vous prie de m'excuser 2 secondes. Je vous prie de m'excuser 2 secondes. Pas de souci. J'arrive. Alors, prenez votre temps.
sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. Yayının bitiminde vaktimiz kalırsa mutlaka cevaplarız. Yoksa sonrasında Instagram üzerinden cevaplarız. Et donc, je disais, excusez-moi de vous avoir de m'être interrompu. Je disais donc, pourquoi ce discours s'appelle le discours de la tyrannie des horizons? C'est parce que Marc Carney a expliqué dans ce discours à quel point les problématiques posées par le changement climatique, qui étaient des problématiques à moyen et long terme, étaient en décalage avec les horizons de décision des décideurs. Je veux dire par là qu'un homme politique dans une démocratie, en général, son horizon, c'est la prochaine élection. Un banquier central, son horizon, c'est le cycle économique. Une entreprise, un chef d'entreprise, son horizon, c'est souvent les prochains reporting financiers, la prochaine réunion avec les investisseurs. Tout ça, c'est des horizons assez courts, souvent de quelques mois à quelques années, mais pas plus. Et donc, ces décideurs, leurs enjeux sont à cet horizon-là. Alors que les problèmes à gérer, les problèmes à traiter, sont à un horizon beaucoup plus lointain puisqu'ils concernent les générations futures. Et donc, en développant ce concept de la tyrannie des horizons, Marc Carney a souligné ce qui était de fait une tyrannie et une incapacité à s'ajuster à ces problématiques à long terme. Il a proposé une solution à l'époque tournant autour de, non pas une mise en cause du capitalisme, mais tournant autour de reporting plus transparent, en disant le plus les acteurs économiques, le plus les entreprises, le plus les institutions financières seraient transparentes dans leur communication et dans la façon dont elles adressent ces sujets-là, le plus les investisseurs pourraient se déterminer en connaissance de cause. Et donc, il croit toujours, je crois, à la nature vertueuse de la transparence dans le reporting. Oui, c'est vrai. Et donc, ça, c'est le second événement de 2015 que je soulignerai. Et puis, le troisième événement de 2015, bien sûr, c'est la signature, la COP 21 à Paris en décembre, et la signature de l'accord de Paris, qui a été le premier engagement fort, quasiment de l'intégralité des États du monde, pour aller vers un monde moins carboné, vers une maîtrise de l'évolution du climat, vers une adaptation au climat. Et ça, en tant que responsable des affaires publiques, je devais m'y intéresser parce que je savais que ça allait tôt ou tard déboucher sur des régulations, parce que, en vérité, lorsque vous avez à faire face comme cela à des problèmes on appelle ça en économie des externalités, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas prises en compte par les prix de marché, eh bien, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de réglementer. La seule solution, c'est de faire des régulations. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de très près à ces problématiques-là à partir de 2015. Et puis, voilà, les choses se sont passées effectivement comme cela, c'est-à-dire qu'après, l'Union européenne, notamment, a mis en place un grand nombre de projets. On appelle ça le Green Deal, par exemple, ou un grand nombre de projets qui ont été initiés et qui ont effectivement débouché sur des réglementations de plus en plus nombreuses et complexes. Voilà comment j'ai été amené à m'intéresser de très près à ces questions-là. Oui, très clair. Donc, et je sais bien que vous enseignez. Je vous ai perdu. Oups. Et vous m'entendez là? Je vais vite regarder. C'est un problème de connexion, je pense. La connexion est un tout petit peu instable. Oui, un tout petit peu instable, mais ça va aller, on va y arriver. Ok, vous m'entendez là? Non? Oui, là, je vous entends. Ok. Et je sais bien que vous enseignez. C'est un peu difficile. Ouais, je vois.
Et là, Alors, je... oui, vous parlez d'enseignement. Alors, effectivement, lorsque j'ai quitté Société Générale, j'ai commencé par reprendre un cours. Vous Mhm. m'entendez bien là? Très bien. D'accord. J'ai commencé par reprendre un cours à Dauphine, à l'université de Dauphine, qui s'appelait Économie du changement climatique, qui était Mhm. tenu par un prof un peu connu à Dauphine qui s'appelle Christian Depertuis, et il voulait un peu lâcher l'affaire, et donc j'ai repris son cours, mais je l'ai fait à ma manière. Mhm. Et donc j'enseigne depuis ce moment-là l'économie du changement climatique, Laurent, je vous ai perdu. 5 ans après le baccalauréat en France. Euh, vous m'entendez? Là, oui, très bien. Je vous ai Et perdu juste un petit peu. vous Euh, m'avez perdu un moment, non? oui, un moment, Ah, peut-être, ouais. oui, je disais donc j'ai repris ce cours avec une grande liberté, c'est-à-dire que ce qu'on m'a dit, on m'a dit de garder le titre, à savoir économie du changement climatique, mais après j'étais très libre de procéder comme je l'entendais pour construire mon cours. Et donc comment j'ai construit ma réflexion, ben, un peu comme un peu la façon dont j'ai décrit mon évolution d'ailleurs. Mhm. Je suis parti, je pars, lorsque j'explique que l'économie du climat, je pars des phénomènes physiques, du fait que nous sommes sur la Terre avec des ressources limitées, Très bien. et que le mode de développement que nous avons eu depuis 2, 3 siècles, qui est très fondé sur l'énergie et plus particulièrement sur des énergies carbonées, Mhm. a entraîné donc des émissions, enfin c'est un phénomène qui est maintenant connu, hein. C'est assez drôle d'ailleurs parce que quand j'ai pris ce cours il y a 3 ans, il y avait encore beaucoup de formations à faire sur la question. Ouais, 3 ans plus tard, je dois dire que la connaissance par les gens des phénomènes est beaucoup plus aiguë. Et ouais, c'est donc, vrai. j'entre beaucoup plus vite dans les sujets maintenant qu'il y a 3 ans. Donc, il y a cette question du climat, cette question de l'émission des gaz à effet de serre qui est liée en fait à notre mode de développement, à notre mode d'utilisation de l'énergie, au type d'énergie que nous utilisons. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est le premier gros problème. Après, il y a un problème qui lui est lié, qui est la question de la disparition de la biodiversité. Mhm. On parle de l'extinction de certaines espèces, qui, elle aussi, a des effets économiques majeurs parce que eh bien, la nature, en fait, nous produit beaucoup de services, nous offre beaucoup de services qui ne sont pas en général comptés dans les PIB, dans toute la richesse C'est qui est vrai. créée. Mhm. Ça, c'est le second aspect. Et puis le troisième aspect, qui est lié aux deux premiers, c'est le sujet de la raréfaction des ressources. C'est-à-dire que, indépendamment de la question du mode d'énergie qu'on utilise, on a une question de raréfaction de certaines ressources. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on peut avoir dans le cadre de la transition vers des Mhm. économies moins carbonées. Et donc, je pars de ces phénomènes-là pour les expliquer. Et puis après, j'explique ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir euh, le fait que lorsqu'on a je répète ce mot d'externalité, lorsqu'on a en économie des externalités à gérer, Mhm. c'est-à-dire des choses qui ne coûtent rien à celui qui crée le dommage. Une Ouais. entreprise crée un dommage collatéral, mais ça ne lui coûte rien. Et donc, si ça ne lui coûte rien, elle n'a aucune incitation à cesser de créer ces dommages. Ouais. Et face à cela, les économistes n'ont trouvé qu'une solution. Euh, Plus exactement, ils ont trouvé essentiellement une solution qui est l'intervention étatique, l'intervention des politiques publiques. Et c'est aux politiques publiques, par des régulations, par des interdictions, par des taxations éventuellement, par des subventions quelquefois, Mhm. d'influer le marché et de s'efforcer que ces éléments, ces externalités soient bien prises en compte par les acteurs dans le cadre de leur activité économique. Et l'économie donc, du changement climatique, c'est cela, c'est expliquer comment ces régulations derrière ont un impact
sur l'activité des entreprises, des institutions financières, etc. Et puis, elles ont un impact, bien sûr, aussi sur le comportement des consommateurs, qui, soit parce qu'il y a un effet prix qui se produit, soit parce qu'il y a une sensibilité qui s'accroît. Les consommateurs, notamment votre génération, notamment, sont de plus en plus attentifs C'est à vrai. cette question-là. Mhm. Et donc là aussi, il y a des changements dans les habitudes de consommation. Donc ça, c'est l'économie du changement climatique. J'ai été un peu long, mais c'est un cours qui me passionne et que j'adore donner. Euh, et puis, je donne un autre cours à Dauphine qui s'appelle un cours de Project Finance, en fait, Mhm. euh, qui, là, est plus concret, c'est-à-dire c'est vraiment comment on finance des grands projets d'infrastructure dans dans des pays, soit des pays émergents, soit des pays qui sont en train d'aller vers la situation de pays développés. Mhm. Euh, et on sait que dans le monde, les besoins en infrastructure sont assez considérables. Mhm. Et les infrastructures et le project finance, d'ailleurs, en général, ça rejoint assez vite les questions de développement durable et d'objectifs de développement durable parce que, euh, et d'ailleurs, c'est un des objectifs du développement durable que d'améliorer la situation des infrastructures. Ces infrastructures, elles sont souvent autour des télécommunications, autour des réseaux, autour de la production d'énergie, autour de la distribution d'énergie. Mhm. Ce sont souvent des projets qui ont des impacts environnementaux importants. Ils peuvent aussi avoir des impacts sociaux importants. Donc la problématique développement durable dans le project finance est absolument essentielle. Et c'est d'ailleurs un des métiers qui est allé le plus vite en termes d'évolution sur ces sujets-là. Euh, Ça, c'est à Dauphine. Et puis, Mhm. depuis l'année dernière, je donne un cours en anglais. Alors là, celui-là, à l'EDEC, à Lille. Les L'EDEC decks. est une école de commerce à Mhm. Lille. Et donc, je donne un cours, alors là, qui est directement centré sur la finance durable. Euh, voilà. Alors ça, Très c'est des bien. choses qui me passionnent parce que j'ai toujours aimé le contact avec les étudiants. À chaque fois, on apprend énormément hein, lorsqu'on Mhm. enseigne. Euh, C'est vrai. et je vais revenir sur mes autres activités, mais en fait, ça a un lien extrêmement étroit avec mes autres activités. Ouais, ouais, je Voilà. vois. Et alors, et vous avez fondé Aristote en Alors, 2021. oui. Alors, en fait, Aristote, au départ, c'est même plus ancien que ça. C'est un blog. C'était Mhm. un blog au départ. En 2017, j'étais encore chez Société Générale et je- je- j'attachais de l'importance à pouvoir m'exprimer un peu librement quelque part. Ouais. Et c'était un peu ce blog, c'était un peu mon espace de liberté. Je l'avais Mhm. appelé Aristote parce que quand on fait des affaires publiques, c'est assez logique de s'intéresser à ce philosophe qui Ouais. s'intéressait beaucoup, qui s'intéressait beaucoup aux affaires publiques, qui s'intéressait beaucoup aux politiques de façon générale. Donc c'était Mhm. assez logique d'utiliser ce nom, Ce nom, ouais. ce nom. Et donc à l'époque, j'ai donc déposé un nom de domaine qui s'appelle aristote.eu. Et donc, une fois que j'ai pris la décision de créer ma propre activité, c'était dommage de perdre ce nom de domaine. J'en étais assez fier. Et Mhm. donc, j'ai conservé ce nom pour la société que j'ai créée. Alors, Je savais pas cette histoire. Ouais. non, non, ça c'est l'historique, oui, parce que sinon on est incapable d'expliquer. Alors après, le nom de Aristote, d'abord, il a plusieurs intérêts. D'abord, les gens le retiennent. Mm. C'est-à-dire C'est que vrai. Euh, donc les gens, lorsque je dis que c'est le nom de ma boîte, ils s'en souviennent. Et puis l'autre intérêt, il est plus bizarre, c'est que Aristote a beaucoup écrit. En tout cas, s'il n'a pas beaucoup écrit, on lui attribue beaucoup de citations. Et donc, il est très facile sur à peu près n'importe quel sujet de trouver une citation d'Aristote qui traite du sujet. Donc, en plus, c'est très pratique pour des présentations que de pouvoir Ouais. utiliser comme ça des citations d'Aristote. Donc, vous faites un petit peu de marketing là. Voilà, c'est du marketing. Alors, Et, maintenant, si on va sur le fond des choses, Aristote, donc, c'est une activité qui est décrite sur mon site, hein.
Mhm. C'est une activité de conseil et de formation sur trois domaines qui sont très liés entre eux. L'économie de l'environnement, ce que j'ai Mhm. évoqué, la finance durable et peut-être y reviendra-t-on, la finance à impact. La finance à impact étant une finance qui se veut avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société, sur les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise. Donc ça, c'est mes trois domaines d'expertise, en fait. Donc, Mhm. Mhm. économie de l'environnement, finance durable et finance à impact. Et dans ces trois domaines d'expertise, je développe deux choses. Une offre de conseil, Mhm. mais qui est presque exclusivement, qui est de plus en plus exclusivement une offre de conseil en ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que j'aide des entreprises ou des écoles à monter des formations dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins. Mhm. Donc ça, c'est mon activité de conseil. Et puis, à côté de ça, ben, bien sûr, il y a une activité de formation qui est destinée aux entreprises, quelquefois à des écoles, euh, Mhm. et, euh, et qui est vraiment, et où là, par contre, j'interviens directement, soit dans la construction des programmes de formation, soit même dans les interventions. C'est-à-dire, je donne des cours, enfin, je donne des cours. Je fais des formations professionnelles dans ce domaine-là. Alors, qui dit formation, alors en France, qui dit formation professionnelle, dit financement public quelquefois. Mhm. Et lorsqu'il y a des financements publics, vous êtes soumis à des réglementations qui sont assez exigeantes en termes de certification, de qualité du travail. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dû me faire certifier auprès d'un organisme qui s'appelle Calliope, euh, Calliope. qui sert en France, ça n'a pas d'effet sur. Vous voyez, j'ai fait récemment une formation au Maroc, ça n'a pas d'effet sur les autres marchés, mais par contre, c'est très pratique pour moi, c'est très structurant. Ça m'oblige à Mhm. organiser mes activités, à avoir un certain nombre d'exigences dans la préparation des formations. Qu'est-ce que c'est les compétences que je cherche à faire acquérir? Qu'est-ce que c'est Mhm. que les connaissances que je cherche à transmettre? Comment je les évalue? Comment j'obtiens des retours des gens qui ont participé à ces formations pour savoir si elles sont de bonne qualité, de mauvaise qualité, etc. Donc Aristote, c'est ça. Je suis en train un peu d'évoluer dans ma structure pour pouvoir la développer plus facilement. Euh, mais enfin, c'est vraiment, ça tourne autour de ces activités-là. Mhm. Mhm. Alors après, parallèlement à cette activité, ben, du coup, je participe à un certain nombre de groupes de réflexion, de places, notamment au sein d'une organisation qui s'appelle Finance for Tomorrow à Paris, euh, qui est liée aussi au réseau des places financières durables. Je pense que Istanbul doit faire partie de ce réseau, à ma connaissance. Euh, et donc, je participe à ces groupes de travail sur les sujets d'éducation et sur les sujets d'impact. Je vois. Mon rêve, c'est maintenant que mon activité commence à prendre. Mon Mhm. rêve, c'est de la. J'ai toujours aimé l'international, donc mon rêve, c'est de la redévelopper un peu à l'international. J'ai eu la chance d'intervenir récemment au Maroc. Les pays aussi, soit candidats à l'Union européenne, soit dans l'antichambre, un peu comme la Turquie, euh, m'intéresse aussi beaucoup parce que ce sont des pays qui ont beaucoup de besoins en termes de mise à niveau, en termes de gouvernance, Mhm. de soucis des questions environnementales, de soucis des questions sociales. Et donc, ce sont des pays qui me... Enfin, c'est un peu ma cible. Ma cible, grosso modo, c'est la France, la Belgique, la Suisse francophone, Mhm. le Maghreb, parce que quand on est français, c'est assez naturel de s'intéresser à ce qui se passe au Maghreb, notamment au C'est Maroc. vrai. Mhm. Et puis les pays tels que, et la Turquie en fait partie, hein, les pays tels que la Turquie ou les pays des Balkans, par exemple, Mhm. qui ont des ambitions de rejoindre l'Union européenne à plus ou moins long terme. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Et ce concept-là, en fait, au niveau de la finance durable, tous ces trois domaines, qu'est-ce qu'ils doivent signifier aux étudiants de l'université ou bien du Alors, secondaire?
Qu'est-ce Bah, que vous en pensez? c'est un des sujets auxquels on réfléchit beaucoup à Paris, et je pense d'ailleurs pas qu'à Paris. Euh, Mhm. la réflexion qu'on doit avoir, c'est à partir du moment où on fait le constat que le sujet est important, que la question les questions que j'ai évoquées, à savoir le climat, la raréfaction des ressources, la chute de la biodiversité, à partir du moment où on considère qu'elles sont importantes, ces questions, on se doit de se poser la question de doit-on transmettre en formation initiale, c'est-à-dire pour les étudiants, ou en formation continue, c'est-à-dire pour des gens qui travaillent beaucoup, qui Mhm. travaillent déjà, euh, qu'est-ce que c'est les compétences, qu'est-ce que c'est les connaissances qu'on doit leur transmettre. Et c'est tout un travail, et c'est un travail qui n'est pas évident. C'est-à-dire que ça n'est pas, en plus, il y a toujours des arrière-pensées politiques. Très vite, il y a des idéologies derrière. On est C'est plus ou vrai. moins favorable au système capitaliste. On est plus ou Mhm. moins tourné vers la question d'une transition qui soit juste pour les plus pauvres, pour les personnes les plus vulnérables. Et donc, il y a des aspects politiques derrière. Et donc, il est important d'être très rigoureux sur qu'est-ce que c'est les compétences, qu'est-ce que c'est les connaissances qu'on veut transmettre. Alors maintenant, si on en vient aux étudiants, puisque je comprends que c'est surtout l'auditoire qu'on a probablement aujourd'hui, euh, C'est vrai. c'est le, la, la question, c'est est-ce qu'on doit créer des formations spécifiques ou est-ce qu'on doit s'efforcer, et c'est plutôt ce qu'on pense ici à Paris, euh, est-ce qu'on doit s'efforcer d'irriguer, si vous voulez, Mhm. d'irriguer un peu toutes les formations? C'est-à-dire, est-ce que un ingénieur ne doit pas forcément être passé par une formation dans ces domaines-là? Est-ce que un financier, est-ce qu'un commercial ne doit pas être forcément passé par des formations dans ce domaine-là? Il y a un Mhm. gros mouvement, notamment en France, mais pas seulement, y compris dans les grandes écoles, par exemple, des étudiants, pour demander qu'il y ait plus de formation dans ces domaines-là. Euh, et la question, je le répète, c'est une question de rester très professionnel sur cette problématique, à savoir arriver à identifier quelles sont les vraies compétences, les vraies connaissances qu'on doit acquérir, en essayant de se garder d'entrer dans des questions idéologiques trop sensibles. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Euh, et donc, après, des étudiants, je pense que, mais ils le savent, je pense qu'ils doivent se former sur ces questions-là, mais ils le savent en vérité. Ils le savent parce que, on le voit bien, le monde est déjà en train de changer considérablement sous l'effet de ces phénomènes-là. Euh, Ouais, tout à on a fait. vu, un certain nombre de personnes estiment, alors c'est pas complètement démontré, hein, mais que par Mhm. exemple les questions de pandémie, la question de la Covid euh, sont liées à ces questions de biodiversité, par exemple. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que ces maladies se sont plus facilement répandues du fait de certaines proximités d'espèces animales par rapport aux espèces humaines et donc de disparition d'espaces sauvages. C'est pas démontré, mais c'est une possibilité. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes un peu partout. Il y a un glacier qui vient de se détacher en Italie. On a une canicule absolument majeure au Japon en ce moment. Mhm. On a la multiplication des incendies de forêt. Donc on voit bien qu'on a d'ores et déjà des phénomènes importants qui se produisent. Et puis on a des entreprises qui ne restent pas inertes, qui évoluent dans leur vision des choses, qui essaient de convaincre les étudiants qu'ils peuvent les embaucher parce que chez eux, ils feront un métier utile à la société, utile à la planète. Euh, et donc, de toute évidence, les étudiants d'aujourd'hui, mais pas seulement, hein, c'est pas seulement les étudiants hein, Les d'ailleurs, étudiants, ouais. mais c'est aussi des gens qui ont 30, 40 ans aujourd'hui, je pense, vont être confrontés dans leur vie personnelle et aussi dans leur vie professionnelle à ces problèmes-là. Et il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils s'y forment. Euh, donc voilà, donc je crois que c'est une évidence, je crois que c'est compris par les étudiants, c'est compris par l'ensemble de la génération que vous représentez. Euh,
Après, la question, c'est d'y répondre. Et d'y répondre avec sérieux, avec des formations qui soient sérieuses, qui soient professionnelles. C'est Mhm. ce que j'essaie de faire. Enfin, j'attache beaucoup d'importance. Ouais, oui, c'est très important, je pense, quel que soit le secteur d'activité, Oui, ça compte en fait, c'est l'essentiel oui, oui, et de c'est pas propre. s'informer. Oui, oui, absolument, et c'est pas propre à la finance durable. C'est vraiment une question beaucoup plus large. Ouais. Alors, c'est encore plus compliqué dans le domaine de la finance, parce Mhm. que dans le domaine de la finance, on se heurte euh, à la question du raisonnement à court terme. On revient à la problématique que j'évoquais tout à l'heure de la tyrannie des horizons. Euh, Mhm. C'est-à-dire que la finance, par nature, est une activité qui souvent raisonne à trop court terme. Et donc, voilà, c'est un peu la difficulté particulière du domaine de la finance. Mais c'est une réalité et c'est un besoin dans tous les domaines, en vérité. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, vous avez répondu un petit peu comment les individus dans la vie professionnelle peuvent-ils s'améliorer dans ce domaine-là? Ouais. Donc, Oui, j'ai l'éducation répondu. devient. Moi, je crois beaucoup à ce concept de Mhm. formation continue tout au long de la vie. Et vous savez, c'est un des objectifs du développement durable, hein. Il y a un objectif. D'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure de l'évolution de ma société, en ce moment, je suis en train d'évoluer vers un statut de société à mission, Mhm. c'est-à-dire avec un objectif qui soit lié justement à un des objectifs du développement durable. Et l'objectif numéro 4, il y a 17 objectifs du développement durable. L'objectif Mhm. numéro 4, c'est la formation initiale, mais aussi la formation tout au long de la vie. Euh, Continue, ouais. ouais, la formation continue. Et c'est vraiment un domaine où il faut agir. Euh, J'ajoute que c'est très agréable d'être dans ce domaine-là parce que euh, ça permet de rester honnête intellectuellement. C'est-à-dire que quand vous formez, vous essayez de former des gens à des raisonnements honnêtes, intellectuellement Mhm. honnêtes, à être capable de comprendre que on est soumis à des injonctions contradictoires quelquefois. Ouais. Euh, et euh, et c'est donc très gratifiant d'essayer d'apporter cela à des gens, d'essayer d'apporter ces questionnements. Vous voyez, il y a des entreprises quelquefois qui nous disent on aimerait bien une formation pour que les managers sachent traiter tel et tel sujet. Et souvent, je leur dis, mais non, nous, ce qu'on va vous apprendre, c'est à vous poser les questions. Mais on ne va pas vous donner les réponses, parce que les C'est réponses, vrai. elles sont complexes, elles sont, elles sont complexes, elles doivent répondre à des questions qui sont très contradictoires, notamment la question de la rentabilité. On doit tout à Mhm. la fois être rentable et aussi adapté aux évolutions du marché. Donc, c'est des sujets qui sont éminemment importants. Ouais, c'est vrai. En plus, il s'agit pas que l'environnement, en fait. Il s'agit de la gouvernance, il s'agit Absolument. la vie sociale, il s'agit un petit peu de tout qui touche notre vie quotidienne. Donc, c'est Oui. pas que l'environnement, en fait. C'est pour ça que Alors, c'est si important. ouais, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Alors, déjà, dans les objectifs de développement durable, on allait bien au-delà de l'environnement. Et, les objectifs du développement durable vont bien au-delà de l'environnement. Euh, mais vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Moi, en fait, la finance durable aujourd'hui, ça recouvre une finance qui cherche à s'orienter vers une économie moins carbonée, Mhm. euh, mais c'est aussi une finance qui cherche à agir sur certains déséquilibres sociaux et qui cherche à le faire dans le cadre d'une certaine gouvernance. Et c'est ce qu'on appelle l'ESG dans le jargon, Ouais, environnement, ESG, social, gouvernance. Et on est gouvernance. vraiment sur ces problématiques plus larges de E, de S et de G. Et Mhm. l'impact, la question de l'impact, c'est encore un cran plus loin. Les anglo-saxons, en général, réfléchissent en termes de ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire Mhm. euh, est-ce que l'évolution de l'environnement va avoir un impact sur mon activité? Est-ce que ça Ouais. va avoir un impact sur ma valeur financière? Ça, c'est la matérialité financière. Les Européens,
essaie de pousser et de mettre en avant la question de la matérialité d'impact. C'est-à-dire non seulement est-ce que l'environnement a une action sur mon activité, mais est-ce qu'aussi mon activité n'a pas une action sur Sur l'environnement? l'environnement. Et ça, et la finance à impact, c'est cette finance qui cherche, alors c'est vraiment encore très très embryonnaire, hein, mais c'est une finance qui cherche justement à avoir un impact sur sur des questions de cette nature. On évoque aussi beaucoup, alors ça c'est à la fois chez les anglo-saxons et en Europe, la notion de transition juste, c'est-à-dire de souligner que cette transition qui est nécessaire, qui est probablement indispensable, qui est évidemment indispensable, elle doit aussi se faire de façon juste, c'est-à-dire elle ne doit pas toucher les plus vulnérables, parce que tout simplement, si elle touche les plus vulnérables, elle devient politiquement inacceptable. Et donc, si elle devient politiquement inacceptable, elle devient impossible. Donc, Ouais, il ne peut y avoir de transition, c'est-à-dire de changement du mode de production, des modes de consommation, que si est traitée en parallèle la question d'une transition juste. Et c'est très important, et c'est pas faire de l'idéologie que de dire ça. Hein. C'est vraiment parce que si cette transition n'est pas juste, alors vous vous heurtez à des mouvements sociaux, à des événements politiques qui bloquent tout. On l'a vu en France, on a eu un épisode qui a été bien relayé à l'étranger, qui a été ce qu'on a appelé les Gilets jaunes. Ah En oui, les France, gilets jaunes. la révolte des Gilets jaunes est née d'une mesure écologique, d'une mesure qui concernait le prix du carburant et qui consistait à taxer le prix du carburant pour que les gens consomment moins de carburant fossile. Euh, Sauf que on n'avait pas réfléchi que faisant cela, on touchait surtout des gens des classes moyennes en province qui avaient déjà du mal sur le plan financier et qui se trouvaient, oui, mis en cause par ces mesures. Oui, c'est vrai. Et ça a duré combien de mois? Ça a duré Assez quelques... long. Oui, ça a duré longtemps, mais surtout, ça a fait prendre conscience, je pense, et d'ailleurs au-delà de la France, hein, ça a fait prendre conscience justement de façon concrète de ce que c'est cette question de la transition juste. Alors, c'est très vrai aussi dans les pays émergents, c'est vrai également dans les pays les plus pauvres. Euh, c'est vrai un peu partout, en fait. Et d'ailleurs, dans les accords de Paris, cette problématique-là, et dans les COP qui ont suivi depuis, cette problématique-là est souvent mise en avant. Le fait qu'il faut qu'il y ait des transferts financiers des pays riches vers les pays pauvres pour traiter un certain nombre de ces sujets-là. Ouais, ouais. Alors, et en fait, vous l'avez aussi répondu. Je suis Est-ce trop que vous bavard. pouvez nous parler des débats actuels Alors, sur ce sujet-là? oui, alors les débats, alors, enfin bon, Donc, un petit peu la transition, tout est lié, oui. oui. C'est vrai que c'est pas facile de, d'appliquer toutes ces mesures dans un Oui. monde si connecté, si lié, en fait. Alors, j'ai parlé des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que alors en plus, on est dans des situations maintenant sur le plan géopolitique qui sont très difficiles. Euh, je pense à la guerre en Ukraine qui a reposé des problématiques dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'alimentation. Donc on voit bien que toutes ces questions de changement climatique, de perte de biodiversité, sont à gérer en parallèle. J'espère que ma batterie, je n'avais pas prévu d'avoir cette conversation sur le téléphone, j'espère que ma batterie va tenir. Euh, et Ne vous inquiétez pas, c'est presque la dernière question. Ouais. voilà, mon téléphone vient de me prévenir que ma batterie était faible. Donc je vous Ok. préviens au cas où je coupe, ne croyez pas que je vous ai coupé, mais euh, non, il y a cette question, oui, il y a cette question de la confrontation. Enfin, on gère plein de crises en même temps. On gère une crise de nature inflationniste, on gère ces crises politiques, géopolitiques de très grande ampleur, le retour d'États-nations qui sont plus forts, qui sont moins fanas de multilatéralisme, de discussion au niveau international. C'est moins facile. C'est de moins en moins facile, ces questions-là.
Donc il y a ça dans les problématiques que je vois actuellement. Et en Europe, on le voit de plein fouet parce que l'Europe va avoir un problème l'hiver prochain d'approvisionnement en énergie. Mhm. Euh, et donc, on voit bien que c'est des problèmes qui deviennent... Et face à un problème d'approvisionnement en énergie, ben voilà, vous avez l'urgence, on revient à la tyrannie des horizons, hein, vous avez les urgences à court terme et puis vous avez les problèmes à long terme. L'urgence à court terme, ça peut être de rouvrir des centrales à charbon, alors qu'on sait qu'à moyen et long terme, c'est stupide de le faire. Vous voyez, c'est un des Mhm. exemples que je cite. Alors, après, il y a un autre problème, il y a une autre problématique que je vois émerger aussi. Vous avez évoqué la complexité de tout cela. Euh, et en particulier en Europe, l'Europe est un système qui est fondé sur du droit. On aime, enfin, finalement, l'Union européenne, ça n'est que cela d'ailleurs. C'est une énorme machine à faire de la législation et à homogénéiser de la législation. Alors, Mhm. on peut aimer cela, on peut le détester, mais enfin, le fait est que c'est comme ça. Et ces législations ont tendance à être assez complexes. Et donc, une des problématiques qu'on a à gérer aussi, c'est la complexité et de ne pas perdre le fil de ce qu'on vise. Mhm. C'est-à-dire, il ne faut pas à un moment donné se retrouver avec des choses tellement complexes qu'on ne sait même plus pourquoi on a mis en place les règles. Et ça, c'est une des questions très actuelles. Une troisième question actuelle, mais que je mettrai un peu derrière, c'est qu'on a beaucoup traité de la question du climat Mhm. et on a moins traité encore de la question de la biodiversité. Les crises sanitaires, la crise sanitaire a quand même remis en avant cette question de la biodiversité. Ouais, et ce qui crée encore plus de vulnérabilité en fait au Exactement, niveau des sociétés. Mhm. exactement. Alors tout ça, c'est des choses qui se croisent, qui se heurtent entre elles. Euh, Mhm. et, et je dois dire que oui, on est en face d'un monde qui est d'une vulnérabilité extrême actuellement. Et bien au-delà de la question du climat d'ailleurs, hein, Ouais. comme on vient de l'évoquer. Alors, je pense qu'on peut terminer notre Ouais, séance là. Ça fait à peu près 1 heure. très Donc, bien. Bah écoutez, en tout cas, j'étais ravi. ouais, c'était une grande plaisir de vous accueillir ici, Alors en moi, fait. alors d'abord, je vous remercie pour la conversation en français parce que, alors en turc, je pense que j'aurais eu des difficultés, de toute évidence. Donc déjà, je vous remercie de la conversation en français. Et puis, je vous remercie de m'avoir fait confiance pour évoquer ces sujets-là. Moi, je le ferai avec grand plaisir si vous voulez qu'on en reparle ou qu'on parle de sujets plus précis. Et nous, pareillement. Merci Voilà, infiniment très bien. au Mais nom je vous en prie. d'Asena et toute la famille Sabah Très bien. Yıldız. Très bien. Merci beaucoup. Et excusez-moi encore pour mon petit retard au début, à l'allumage. Non, aucun souci, aucun souci. Et merci infiniment encore. Très bien. Et j'espère à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Artık yayınımızı kapatabileceğimi düşünüyorum. Soruları olanlar varsa bize her zaman Instagram'dan ulaşabilirler. Yayınımızı Türkçe'ye de çevirip yayınlayacağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar.